Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine avec un nouvel invité, enfin un invité qui m'avait déjà fait le plaisir de venir à plusieurs reprises. Je crois même que vous étiez le premier invité à avoir parrainé, on va dire, le lancement de cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous. C'est Florian Philippot, le président des Patriotes. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous avez reçu il y a un peu plus de presque, en tout cas un an, donc c'était intéressant vu surtout l'actualité de cette semaine. Alors on va tout de suite dire aux gens qui nous regardent qu'à l'heure où nous enregistrons, nous ne connaissons toujours pas le nom du nouveau Premier ministre puisque Michel Barnier a donc été, on va dire, déchu. Voilà. Première question, Florian Philippot. Donc je rappelle que vous êtes bien sûr le président des Patriotes. Donc je ne vais pas vous faire l'offense de vous représenter. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, justement en abordant cette actualité de la semaine, donc cette censure du gouvernement Barnier. Première question, est-ce que vous y attendiez? À la fin, oui, honnêtement. J'avais plus trop de doutes. Et en fait, on me l'aurait dit 2 semaines avant, peut-être pas, pour être tout à fait honnête. Mais j'y ai toujours cru, si vous voulez. Je n'ai jamais lâché là-dessus le combat. Et vous savez, j'avais fait une manif le 26 octobre à Paris, on était nombreux, justement pour demander la motion de censure. Et on criait dans la rue, Barnier censure, bon, avec l'idée déjà de demander ensuite à Macron de partir. On a de la suite dans les idées. Hein. Et à l'époque, pas mal m'avaient dit, c'est peine perdue, tu te fatigues pour rien, ça n'arrivera jamais, parce qu'en plus, c'était pas la première fois le 26 octobre, quoi. C'était une nouvelle fois. Et moi, j'ai dit, écoutez, vous savez pas, l'histoire connaît des accélérations soudaines. C'est même la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Et donc, évidemment, si on ne fait jamais rien et qu'on réclame rien, on ne fera pas la pression suffisante sur les députés et on n'y arrivera pas effectivement. Mais si on entretient en permanence cette pression, si on arrive à faire basculer, à faire réfléchir, à faire douter des députés, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, je peux vous raconter même des anecdotes, hein, avec des députés RN qui m'ont contacté en off à ce moment-là, alors on y arrivera. Et on y est arrivé. Et on y est arrivé. Il y a d'autres circonstances, évidemment. Il n'y a pas que notre influence. Mais en tout cas, je pense que ça a été déterminant. Ça fait partie de l'équation pour arriver à ce résultat. Vous la souhaitiez, cette censure? Bien sûr. Je vais vous dire, moi j'avais fait le calcul, et publiquement, donc c'est vérifiable, hein, je ne sors pas de mon chapeau maintenant. J'avais dit cet été, au moment où Macron peinait tellement à trouver un Premier ministre, je rappelle qu'il a mis 60 jours pour dégainer, sortir de son chapeau Michel Barnier. 60 jours pour nous pondre Michel Barnier, c'était quand même particulier, si vous voulez. Je disais déjà à l'époque, députés, et notamment RN, ne l'aidez surtout pas à trouver un Premier ministre, laissez-le dans ses difficultés, parce que c'est lui qui va être obligé de partir. Et j'en avais beaucoup voulu au RN d'avoir donné le feu vert à Barnier. D'abord parce que Barnier, c'est un européiste convaincu. Oui, parce que ça, on a tendance à l'oublier. Hein, moi, je ne l'ai jamais oublié. D'autres souverainistes, soi-disant, ont passé la brosse à reluire sur les chaussures de M. Barnier quand il a été nommé en disant que c'était le meilleur choix possible, qu'il fallait lui laisser sa chance. Non, Barnier, c'était 50 ans de carrière politique déjà. C'est un homme qui a été pendant 10 ans commissaire européen. Et c'est un des grands artisans du coup d'État du traité de Lisbonne en 2008. Bien de le rappeler. Ah oui, il faut le rappeler. Il a participé au groupe d'Amato créé par la Commission européenne et l'Allemagne en 2006. Il n'y avait que 2 Français, lui et DSK, pour réécrire un traité parce que les Français avaient dit non donc, à la Constitution européenne. Donc moi, je n'ai pas du tout oublié ça. C'est un traître à la France. J'appelle les choses par leur nom. Alors il paraît courtois, plutôt sympathique, tout ce que vous voulez, poli. Mais c'est pas le sujet. Côté sage, un peu à la Pompidou. Oui, il manquerait plus qu'il morde, si vous voulez. Moi, c'est ce que je répondais à ces gens-là. Si c'est ça si ça vous suffit et que vous oubliez 50 ans de carrière contre la France, excusez-moi. C'est quand même l'homme qui a dit en interview, j'ai fait le serment de ne pas défendre l'intérêt national, mais défendre l'intérêt général européen. Et quand il y a un petit Comment gamin qui avait ça un drapeau français, il disait qu'il fallait mettre le drapeau oui. lors d'une manifestation. Même le 11 novembre. C'était récent en plus. C'est incroyable, le 11 novembre. Non, jamais l'un sans l'autre. Tu dois avoir aussi le drapeau européen. Donc si vous voulez, moi j'avais dit, j'en avais beaucoup voulu au RN quand ils avaient débloqué donc, l'hypothèse Barnier, je crois en septembre. Et j'avais dit, mais il faut voter une motion de censure. Parce que, bien sûr, pour censurer Barnier, son gouvernement, bon, c'est évident, mais surtout pour cibler derrière Macron. Parce que si Macron n'arrive pas à nommer un gouvernement, et on le voit bien ces derniers jours, la pression va se faire sur lui, sur son départ à lui. Et franchement, je préfère avoir 7 ans de Macron que 10 ans de Macron.
parce qu'il est prévu 10 ans. Ça doit s'arrêter normalement en 2027. Si ça peut s'arrêter fin 2024 ou tout début 2025, c'est quand même 3 ans de gagné pour la France. Alors ça ne règle pas tout, on va en reparler. Derrière, j'espère d'autres choses plus fondamentales pour changer réellement la politique en France, pour reprendre en main notre souveraineté. Et ça dépasse simplement l'histoire d'un casting présidentiel, on le sait bien. Mais il vaut mieux remettre l'histoire en marche, rallumer le moteur de l'histoire, et une motion de censure, c'est la mèche qu'on allume pour rallumer le moteur, plutôt que laisser le statu quo fonctionner, tourner comme ça en rond, il ne se passe rien, ça ronronne, et tant que ça ronronne, ça fait les affaires du système. Et moi, je pense qu'il faut mettre des coups de pression, il faut allumer les mèches, il faut faire tourner le moteur, parce qu'on ne sait pas où ça peut nous conduire. Et c'est à nous ensuite de faire l'histoire pour que ça nous conduise vers des choses de rupture, vers des choses très intéressantes pour la France et pour le peuple français. C'était ça mon calcul. Et ça commençait par l'allumage de la mèche. Et l'allumage de la mèche, c'est le vote de la motion de censure. Donc je suis très heureux de ce qui s'est passé. Et je dis enfin, et donc, ils ont pour voté vous, cette motion de censure. Elle était inévitable. Elle était souhaitable. Elle était, oui, inévitable si on pensait 2 secondes aux intérêts de la France. Elle était souhaitable. Elle était normalement réalisable depuis 2 ans et demi, parce que les oppositions, je le rappelle, à l'Assemblée nationale étaient majoritaires depuis juin 2022. Donc elles avaient la possibilité de faire une motion de censure depuis 2 ans et demi. Elles ont mis 2 ans et demi pour se décider. Voilà, vous savez, j'en retiens un autre enseignement aussi. Qu'est-ce qui a fonctionné? C'est la motion de censure NFP-RN. Donc c'est l'alliance du peuple. Ces gens-là représentent très imparfaitement le peuple, mais si vous voulez, on n'est pas sur l'alliance des droites ou l'alliance des gauches qui a fait tomber Barnier. C'est transversal. Alors c'est là qu'il y a débat, on va en parler. Mais il n'y a pas débat sur les votes. Les votes, c'est transversal. Vous avez le groupe RN plus les alliés de Ciotti avec le groupe NFP. Non, mais l'accusation qui est portée par notamment Bruno Retailleau, c'est que Marine Le Pen s'est mélenchonisée puisqu'elle a mêlé ce qui est un petit peu hypocrite. Mais ça confirme ce que je dis. C'est-à-dire que le système, il craint par-dessus tout la capacité qu'ont les camps à dépasser leurs propres étiquettes et à faire du transversal. C'est toujours, vous remarquerez dans l'histoire... On ne vote pas un projet de loi, là. C'est vrai, c'est toujours l'alliance du peuple qui arrive à faire des choses incroyables et qui gêne l'oligarchie. 2005, quand on a gagné sur le non... C'est intéressant parce que là, vous êtes plutôt en train... Pardon, on rappelle que vous êtes l'ancien vice-président du Front National, anciennement dans le Front National du Rassemblement National. Donc, vous soutenez plutôt de manière là... si on comprend ce que vous dites, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'a fait Marine Le Pen? Elle a voté à la motion de censure, je ne vais pas lui reprocher. Alors je le réclame depuis 2 ans et demi, je ne vais pas lui dire qu'il ne fallait pas la faire. Oui, heureusement, je suis content, je suis heureux qu'elle l'ait fait. Et maintenant, on va voir la suite, parce que j'attends d'autres choses. Mais en tout cas, là-dessus, regardez, 2005, quand on a fait le non à la Constitution européenne, le non s'est fait sur l'alliance du peuple. C'était des gens de droite et de gauche qui avaient voté non, et c'est ça qui a fait une majorité. Trump, quand il a gagné là en 2024, vous avez une grosse étude post-électorale aux États-Unis qui a été publiée et qui se titrait comme ça, qui était titrée comme ça. L'alliance du peuple. Il n'a pas gagné qu'avec des Américains qui se disent de droite ou républicains. Il a gagné avec des gens, d'abord, des gens du peuple américain, des travailleurs. Pareil quand le Brexit a gagné en 2016, c'était l'alliance du peuple. Ce n'était pas l'union des droites ou l'union des gauches qui a gagné, c'était l'alliance du peuple. Des gens qui venaient de partout. Et tous les manifs anti-pass, les gilets jaunes, c'était un monde considérable, c'était des gens à la fois des petits patrons, des petits commerçants et à la fois des ouvriers, des retraités, des chômeurs. C'est ça à chaque fois qui fait peur à l'oligarchie, c'est l'alliance du peuple. Ce n'est pas l'alliance des droites ou l'alliance des gauches, ça c'est le piège du système. Et ça, moi j'en tire aussi un enseignement là-dessus parce que c'est très intéressant. C'est comme ça que l'histoire avance. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait peur au système. C'est pour ça qu'ils ont fait croire que ce serait l'apocalypse, les cartes vitales qui allaient être désactivées, les fonctionnaires plus payés, les retraités plus pensionnés. Enfin, tout ça, c'était. On se serait cru en pleine campagne sur Maastricht ou la Constitution européenne. Limite, les icebergs allaient venir envahir Paris et une pluie de sauterelles allait nous tomber dessus. Bon, mais ça n'a pas fonctionné. Tant mieux. C'est intéressant ce que vous dites, l'histoire avance, parce que justement, en tout cas, une chose avec laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on a quand même vécu un moment, on peut le dire, historique cette semaine. Enfin, cette séquence politique, elle est quand même extrêmement marquante, puisque c'est la première fois depuis près de 50 ans qu'il y a 62 ans, voilà, ouais. Pour être précis. J'aimerais qu'on s'arrête donc un instant justement sur cette séquence. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord du discours de Michel Barnier justement à l'Assemblée nationale le soir de la dissolution, son dernier discours?
Vous l'avez écouté? Je vais être très gêné pour vous répondre parce que j'ai entendu qu'un tout petit extrait Ah sur bon, les réseaux sociaux. d'accord. Et non, j'ai pas écouté tout le discours, mais donc je peux pas, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais enfin, moi, de manière générale, j'ai envie de savoir pourquoi, d'après vous, il n'est même pas tombé plus tôt à vous entendre. Ah oui, bah la vraie question c'est pourquoi même il a été nommé. Enfin, c'était à peu près écrit d'avance et c'était évident de toute façon qu'il allait appliquer simplement la politique de l'Union européenne. Bon, il était en train de fabriquer le budget voulu et exigé par l'Union européenne. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'une semaine avant, la Commission européenne, vous savez, avait validé son projet de budget 2025. Donc il était là pour être le porte-plume de Ursula von der Leyen. Donc c'était évident. Enfin, ce qui allait se passer était absolument évident. Et ceux qui ont cru ou qui ont fait croire, qui croyaient que ça allait être autre chose, portent une responsabilité parce qu'il ne fallait pas mentir aux Français. Michel Barnier, c'est un homme du système. Il avait un gouvernement mi-LR, mi-macroniste. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose que la politique du système. Vous ne pensez pas qu'il a tout fait quand même pour l'éviter, cette censure? Probablement, mais je crois qu'il a été piégé par Gabriel Attal apparemment. Attal lui a dit, alors ça c'est les échos de presse, mais vu la fourberie qu'on imagine d'Attal, Le passage, le relais de témoin n'avait pas finalement été faussement j'ai chaleureux. Hein. l'impression qu'Attal lui a rendu la monnaie de sa pièce. Ah, le 8 mois, seulement 8 mois, bah là, Ouais, bah là, il a battu le record de la 3 Ve mois. République. Voilà. Euh, Donc vous pensez que c'est Gabriel Attal qui alors apparemment, ça manœuvre en c'est coulisses. pas d'infos de première main, mais les échos de presse qu'on a eus, et je pense qu'il lui a rendu la monnaie de sa pièce, c'est que Attal, jusqu'au bout, lui a dit « T'inquiète pas, Marine Le Pen bluffe, elle ne votera pas la censure, donc tu n'as pas besoin de négocier avec elle. » Et Barnier l'a cru. Bon. Et une heure avant, paraît-il, le vote de la motion de censure, Attal est allé voir un peu en panique Barnier en lui disant accorde-lui quelque chose sur les retraites parce qu'elle va la voter. Et Barnier a dit mais c'est trop tard maintenant. Donc il s'est fait avoir comme un bleu apparemment par Attal. C'est sympa hein, le panier de crabes politicien. C'est la politique. Justement, quel lien est-ce qu'on peut faire avec la censure? Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de 1962, donc Georges Pompidou. Il y a un lien qu'on peut faire entre ces deux cas? Non, il y a une grosse différence. Alors De Gaulle avait renommé Pompidou tout de suite et il avait dissous l'Assemblée nationale. Je crois d'ailleurs que c'était la première dissolution de la Ve République parce qu'il avait la capacité de le faire. Là, Macron n'a pas la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale avant juillet prochain, puisqu'il l'a fait déjà en juin dernier. Et tout le monde se demande d'ailleurs pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale. Si vous voulez, Macron devrait reconnaître sa responsabilité là-dedans. Toute la séquence, elle vient de sa décision le 9 juin 2024 de dissoudre l'Assemblée nationale. Personne ne l'y a forcé. Mais vous la saluez quand même, cette décision qu'il avait prise? De dissolution? Ouais, non? Honnêtement. Retourner aux urnes. Finalement, donnez la parole au peuple. Vous êtes à la tête d'un parti qui s'appelle les Patriotes. Oui, On mais... ne peut que saluer, mais moi, à titre personnel, voilà, Oui, on ne peut mais pas, le faire, même si ça a entraîné le bordel derrière. Oui, mais il y a des manières de faire. Le faire juste avant les vacances. Ouais. Au mois de juillet, on savait que ça allait être escamoté. Honnêtement, puis il avait pris exprès une date. Il aurait pu dire je dissous et puis on programme le vote un peu plus tard. Et il a pris le vote le plus tôt possible, 20 jours, pour qu'il n'y ait pas de campagne. Ce qui fait que nous, on avait fait le choix de même pas être candidat parce que ça n'avait pas de sens de faire 2 semaines de campagne, écrasé. Ça aurait coûté très cher au mouvement pour rien. On n'aurait même pas eu la possibilité de déployer nos idées et d'avoir de la visibilité. Donc il a vraiment tout fait. Il l'a fait, en même temps, il ne l'a pas assumé parce qu'il n'a pas assumé le débat. Il a voulu passer en force. Bon, ça s'est retourné contre lui. Si vous voulez, oui, là, il a l'occasion de redonner la parole au peuple, c'est de démissionner. Hein. Parce que s'il y a des élections, enfin s'il y avait une élection présidentielle, Ouais. ça permettrait de la dissoudre avant le terme. Normalement, alors là, il y a un débat de constitutionnaliste. Le consensus est plutôt non. Mais imagine-t-on un nouveau président qui arrive, qui ne puisse pas dissoudre. S'il y a un vrai sujet quand même, ça mériterait quand même réflexion. Alors en plus, l'article de la Constitution qui interdit de le faire plus d'une fois tous les ans, il est écrit Par le même président. Oui, il est écrit qu'on ne peut pas procéder à une nouvelle dissolution avant 1 an. Alors le nouvel, il n'y aurait pas eu le nouvel, c'était clair, mais le nouvel laisse penser que c'est peut-être la même personne. Et que si c'est une autre personne, un autre président, peut-être que ça remet les compteurs à zéro. Il y a un débat de constitutionnaliste là-dessus. Moi, je serais partisan de lui donner la possibilité de faire une dissolution à ce nouveau président, quel qu'il soit. Ça me paraît beaucoup plus logique. Ça me paraît plus conforme d'ailleurs à l'esprit des institutions. Michel Barnier avait fait, en tout cas, il dit qu'il avait fait beaucoup de concessions au RN. Vous disiez que c'était Attal qui lui avait un petit peu savonné la planche. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été trahi par le RN? Oh bah, alors, le RN, il y a eu plusieurs phases.
Le RN n'avait pas l'intention de voter la motion de censure. Vous pensez vraiment moi, je vous parlais des confidences que je pouvais vous faire. À partir du moment où Vous disiez tout à l'heure certains députés RN. Oui, alors un exactement, je ne vous donnerai pas son nom, un ou une d'ailleurs. Au moment de cette manif fin octobre, j'ai été contacté plusieurs fois par un ou une députée RN, pas très connue d'ailleurs, donc ce sera difficile de trouver son nom, mais qui m'a dit, et je l'ai raconté en temps réel sur ma chaîne tout ça, hein, qui m'a dit il faut faire pression parce que ça commence à douter un peu dans le groupe. Certains ne comprennent pas pourquoi on est si conciliant avec ce gouvernement. Et donc on compte sur vous aussi pour mettre la pression. Et il me racontait un peu les débats en interne dans les réunions de groupe à l'Assemblée nationale, tout ce qui se disait, etc. Et en fait, non, il n'y avait pas du tout l'intention au départ de censurer. Il y avait même une espèce de connivence, de copinage avec Barnier, bon. Et puis certains ministres. Et finalement, l'électorat RN s'est progressivement retourné et il a fait de plus en plus pression pour exiger cette motion de censure. Et ça, clairement, ce député ou cette députée me l'a dit. Et puis c'est vrai que ça a été confirmé, j'ai vu les sondages récents, ça le confirme. Et ça, je pense que nous, on y a joué un rôle parce qu'on n'a pas lâché le morceau. Et puis, il y a eu le réquisitoire dans le procès des assistants parlementaires. Alors là, ça a tout changé parce que si vous voulez, Marine Le Pen, si elle prend de l'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que c'est exécuté tout de suite, elle est inéligible. L'appel n'est pas suspensif. Et le délibéré, on sait que la décision sera rendue le 31 mars prochain. Donc son calcul, il a été très rapide. Il faut que j'obtienne une présidentielle anticipée avant le 31 mars pour être sûr de pouvoir être éligible et candidate. Parce qu'après le 31 mars, elle est peut-être inéligible. À la Trump, quoi. Ben oui. Et c'est là que... Et donc tous les marinistes, vous remarquerez dans les médias, ils sont plutôt en train de dire, alors elle, pas trop, pas directement, mais je pense parce qu'elle laisse faire. Ces lieutenants disent que Macron doit démissionner, alors que vous remarquerez côté Bardella, pas du tout. Bardella a été interrogé sur France Inter cette semaine, sur RTL 2 jours avant. Ils lui ont demandé, est-ce que vous demandez la démission de Macron? Il a répondu non, non, pas du tout, surtout pas. Comme si c'était d'ailleurs un crime que de demander la démission. Oui, d'ailleurs, avec cette argumentation très bizarre, je respecte les institutions. Demander la démission de quelqu'un, ça n'est pas bafouer les institutions, hein. Ça fait partie du débat démocratique. On a tout à fait le droit, comme citoyen, de demander la démission de quelqu'un. Ce n'est pas faire un coup d'État que de faire ça, hein. Donc ça, c'est bizarre comme argument. Parce que lui, il veut surtout... La destitution, enfin, je veux dire... Ça, alors ça, le RN porte une lourde responsabilité. Le RN a bloqué la motion parlementaire de destitution 2 fois. En octobre... Qu'il n'avait aucune chance d'aboutir, Florent Philippot, vous savez. Honnêtement... Il faut 3/5 du Congrès, je crois. 3/5 en tout cas de chaque chambre. Au Sénat, je suis d'accord avec vous. Dans la configuration actuelle, à l'Assemblée, c'était beaucoup plus discutable. Et ça aurait été quand même un symbole très fort que ce soit discuté en plénière, ne serait-ce que ça. Là, ça n'est même pas arrivé en plénière, parce que ça devait être mis à l'ordre du jour par la conférence des présidents de groupe, et Marine Le Pen est une présidente de groupe, et elle a bloqué le truc. Et 2 fois, en octobre et en décembre. Et là, elle a redit d'ailleurs qu'elle était contre la destitution. Or, désolé, si vous voulez la démission de Macron mais qu'il ne démissionne pas, vous pouvez forcer à la démission, ça s'appelle la destitution. C'est l'article 68 de la Constitution. Et c'est encore une fois légal de tenter de la demander. C'est totalement constitutionnel, c'est prévu par la Constitution. Et en fait, Bardella, il ne veut surtout pas qu'il y ait d'élection présidentielle anticipée. Donc il ne veut surtout pas de démission de Macron parce que ça permettrait à Marine Le Pen d'être candidate. Ça reporte à 2030 l'élection suivante, 2025 plus 5. Or lui, il a tout à fait envie d'être candidat en 2027, à la place de Marine Le Pen qui sera inéligible. Et en plus, il n'aura même pas eu besoin de s'en débarrasser. Il pourra accabler la justice. Il pourra même faire semblant d'être triste pour Marine Le Pen. Vous aviez vu son intervention, c'était sur BFM TV justement, où on lui avait demandé... il y a eu comme un moment de flottement, si Marine Le Pen était condamnée. Et là, il avait répondu que finalement, un petit peu, ça rappelait Fillon, je crois. C'est-à-dire, il y a eu cette question assez incroyable. Il a dit lui-même, pour être candidat, la prochaine fois, pour être candidat aux législatives pour le RN, il faudra avoir un casier judiciaire vierge. Et là, le journaliste lui a dit, mais attendez, ça vaut pour tout le monde? Oui, y compris pour Marine Le Pen. Parce qu'elle n'aura plus un casier judiciaire vierge si elle est condamnée. Et là, il a eu un bug. Enfin, ça vaut pour Marine Le Pen, Alliot, Chenu. Ils sont 27 à être sous réquisitoire. Il n'y a pas que Marine Le Pen. Il y en a 27 qui vont être condamnés le 31 mars, a priori. Alors, ils sont présumés innocents pour l'instant, mais s'ils sont condamnés, ils sont condamnés.
Et c'est pas que Marine Le Pen. Vous voulez dire que leur carrière s'arrête alors s'ils sont condamnés? Ah bah s'ils sont tous inéligibles, oui, au moins provisoirement. Mais Mais s'il n'y a pas de décision exécutoire, ah oui, mais il y a pas il y a un toujours appel, dans la bon, ils condamnation. sont présumés innocents. Oui, mais ce qui est demandé par le réquisitoire, c'est pas que de l'inéligibilité. Ils Ouais, ont c'est aussi de de la prison l'exécution. avec sursis, ils ont du bracelet électronique et ils ont des amendes. Donc de toute façon, ils ont un casier judiciaire qui n'est plus vierge. Oui, mais enfin, s'il faut appel et qu'il n'y a pas de décision Alors, sauf si exécutoire, à la fin ils sont innocents. Ouais. S'ils sont innocentés, ils auront un casier judiciaire vierge. Mais pour l'instant, c'est pas vers ça qu'on s'achemine manifestement. Mais enfin bon, on verra bien. En tout cas, Bardella avait dit ça et là il a dit oui, oui, ça s'applique aussi à Marine Le Pen. Je ne sais pas comment elle l'a pris. C'est- en C'était tout cas, spécial, c'était vous pensez spécial. qu'il y a de l'eau dans le gaz entre eux? Mais je le sais. C'est pas que je pense, c'est que je vous dis que moi j'ai des sources là-bas. De toute façon, bon, rien que par l'analyse, vous savez, un parti dirigé par deux têtes, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne peut pas fonctionner. Dans l'histoire des hommes, au bout d'un moment, ça finit toujours par capoter parce que c'est la nature Enfin, humaine, c'est quand même qu'il y a un chef. il a toujours fait montre de loyauté, il faut lui reconnaître ça. Pour l'instant, il a toujours dit que Il y a le jamais. public et il y a la réalité c'est un ticket derrière. un peu à l'américaine, président Il y a la Marine Le Pen. Dans la communication Premier publique, ministre. oui. Dans la communication publique, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans la réalité, il y a déjà des coups en douce, des crocs en jambes, des... Bon, mais enfin, c'est de la politique, mais... après, Vous avez vu d'ailleurs, parenthèse, je vous parliez sais de par des Sébastien sources Chenu. internes que ça se passe mal. Sébastien Chenu, d'ailleurs, ça a été rapporté dans la presse qu'il y a une altercation entre Bardella Oui, et Chenu Chenu. est un mariniste fervent, et Bardella lui a dit tu refais encore une fois ça et tu prends la porte. C'est-à-dire, je te vire. Chenu, qui est quand même vice-président du groupe et qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'ils s'en Parce fichent. qu'il suspectait des médisances à son endroit. Oui, des offs dans la presse, mais il y en a. Bon, après, c'est pas hyper nouveau. Hein. À l'époque où vous y étiez, ça devait être pareil, non? Il y avait déjà plein de trucs comme ça, mais là, non, mais là, je dis Vous simplement. vouliez pas prendre la place du calife aussi? Non, mais non, moi, j'ai jamais été président du RN, vous voyez. Vice-président, bah vous étiez. Ouais, mais les vice-présidents, il y en numéro a eu dans toute l'histoire du Front. Ouais. Là, c'est la première fois que c'est quelqu'un qui n'est pas un Le Pen qui est président, c'est très différent. Et puis, elle lui a donné énormément de pouvoir, Elle a un peu de verrouillé quand visibilité. même. Il pourrait pas, même combien même. Je crois qu'il peut faire ce qu'il veut Ah maintenant. oui. Ouais, non, elle n'a pas verrouillé grand-chose. Non, mais je sais que ça se passe mal, voilà, bon, c'est pas hyper étonnant, ça explosera de toute façon à un moment. Mais si vous voulez, Bardella, c'est une créature du système aujourd'hui. Quand vous le voyez faire l'accolade à Zelensky et le publier sur ses réseaux comme une fierté, quand vous le voyez défendre lui toutes les évolutions pour vraiment être un très bon élève de l'Union européenne, de l'OTAN, sur l'Ukraine, contre la Russie, enfin, il refusait de soutenir Trump, enfin, il coche toutes les cases, si vous voulez. Il coche vraiment toutes les cases. Refuser d'appeler à l'émission de Macron. Enfin, on se demande ce qui le sépare du système aujourd'hui. Il n'y a plus rien. C'est un Macron bis. Alors que Marine Le Pen, il reste forcément... Marine Le Pen, elle a, je crois, une doctrine un peu plus affirmée. Elle a fait énormément de concessions. Elle a, elle aussi, complètement affadi le programme. Il n'y a plus grand-chose dedans. Mais je pense qu'il lui reste plus de souverainisme quand même, spontanément. Alors que Bardella, il n'a jamais eu de doctrine. Je le sais parce que je le connais. Il s'adaptera à tout, c'est un caméléon. Donc, c'est ça aussi, c'est que cette rupture personnelle, elle va recouper un débat de ligne. Et ça, le RN ne va pas y couper. Il aura forcément à un moment un gros problème sur ça. Et ça commence. Et d'ailleurs, ça s'était mal terminé parce que c'est ce qui avait causé votre départ. Vous aviez un débat de ligne, c'était sur la position Sur l'Europe. sur Sur la l'Europe. souveraineté, oui. Oui, moi je suis parti le jour où le RN a renoncé au Frexit et à la sortie de l'euro en 2017. Puis ensuite, je leur avais dit, de manière, je dois le dire, un peu prémonitoire. Lors de la dernière réunion du bureau exécutif, donc les grands chefs du parti, je leur avais dit, mais vous savez, vous renoncez à ça aujourd'hui, vous allez renoncer à tout demain. Parce que tout se tient. Mais non, tu mens, machin. 5 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, Ouais, qu'est-ce l'histoire qui vous a reste donné raison. Qu'est-ce qui reste du programme? Il reste dans l'UE, l'euro, mais pas que. Il reste aussi dans Schengen maintenant. Il reste dans le marché européen d'électricité, il reste dans l'OTAN, il reste dans l'OMS, il reste dans la CEDH, qui vient d'avoir une jurisprudence délirante pour obliger les États à garder leurs étrangers délinquants. Ils n'ont plus le droit maintenant de les expulser si l'étranger délinquant n'a pas, ou criminel, n'a pas la garantie de pouvoir revenir un jour dans le pays. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le Danemark n'a pas eu le droit la semaine dernière de virer un Irakien trafiquant de drogue qui n'avait ni femme ni enfant au Danemark. Donc il n'y a pas d'histoire de regroupement familial. Parce que cet Irakien criminel n'avait pas la garantie de pouvoir revenir un jour au Danemark. Donc le Danemark n'a plus le droit d'expulser cet Irakien. Mais vous voyez, et le RN veut rester là-dedans. Mais comment va-t-il mettre en place son programme? Bien sûr qu'il ne le fera pas plus que Mme Mélanie. Donc moi je leur avais dit,
voilà, vous allez céder surtout. Alors je ne pensais même pas que ça allait aussi loin, hein, franchement, parce que c'est allé très 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 loin maintenant, parce qu'ils sont même alignés sur le système par rapport à la politique étrangère. On voit bien sur l'Ukraine, même maintenant cette timidité par rapport à Trump, enfin, c'est presque écœurant, quoi. Ouais, c'était pas un franc soutien. Ouais. Ah, mais il y avait même interdiction de le soutenir, c'est sorti dans la presse. Le RN avait donné des consignes à ses cadres et ses élus, vous n'avez pas le droit de soutenir publiquement Trump, par politiquement correct. Donc si vous voulez, c'est la garantie que s'ils arrivent au pouvoir demain, rien ne changerait. Pour revenir un instant à Michel Barnier, puisque, bon, on va maintenant clore la page, mais qu'est-ce que retiendra l'histoire de Michel Barnier? Quel regard vous portez sur cet homme? Vous en avez déjà un peu parlé, bien sûr, mais dont la carrière semble quand même aujourd'hui prendre fin. Est-ce que vous saluez quand même le panache d'avoir pris le risque de prendre la tête de ce gouvernement ou pas du tout? Vous savez, la seule chose forcément que va retenir l'histoire, c'est qu'il fut le plus court Premier ministre de la Ve République. Ouais. Forcément qu'on va retenir ça, et que ça. Que vrai voulez-vous qu'il qu'on y avait retienne eu- d'autre? Il c'était- n'a rien fait. Je crois que c'était Édith Cresson aussi. Oh non, il y avait Cazeneuve aussi qui était pas Oui, resté. alors Édith Cresson, on la retient comme première femme. Elle n'est pas restée longtemps, c'est vrai. Voilà, il y en a eu quelques-uns. Vous avez vu que Ségolène Royal, à l'heure où on enregistre, puisque on ne connaît pas le futur nom du Premier ministre, mais en tout cas avait fait acte de candidature. Une nouvelle fois. Voilà. Ouais, une elle est fois. disponible. Elle a écrit au président d'ailleurs de la République. Non, alors sur ce qui est quand même marquant aussi, c'est que cette année 2024, il y aura eu a priori 3, voire 4 premiers ministres. S'il y en a un qui est nommé avant le 31 décembre, ce qui est aussi une première. Donc ça prouve qu'on est vraiment plus que dans une crise politique, on est dans une crise de régime. Constitutionnel. Ouais. Ah oui, et d'un certain point de vue, c'est très intéressant. J'en Bah, reviens d'ailleurs, à ce que je disais au début. Vaut La mieux France insoumise qui appelle à la fin de la Ve République. Oui, ils veulent une sixième, mais sous tutelle de l'Union européenne. Quel intérêt? La première des révolutions à faire, c'est de se libérer, c'est de briser nos chaînes. Si vous voulez, l'histoire en marche, avec cette mèche allumée dont je parlais de la motion de censure, le domino Barnier qui tombe sur le domino Macron, qui tombe sur le domino Ursula. Moi, c'est ça dans ma tête, c'est-à-dire le Frexit à la fin. Si vous voulez, l'histoire en marche, c'est tous les possibles, tous les champs des possibles qui sont rouverts. Vous ne savez pas comment ça va évoluer dans les semaines qui viennent. Comment va se structurer le débat public. En pleine crise agricole avec le Mercosur, en pleine crise en Ukraine, avec l'investiture de Trump le 20 janvier, donc tous les débats que ça charrie derrière, très intéressants. Kennedy Jr., Big Pharma, la liberté d'expression, Musk, c'est très intéressant. On va en parler. La lutte contre l'État profond. En pleine crise économique, puisque vous avez vu toutes les usines qui ferment, en pleine crise migratoire. Oui, vous parliez de la politique migratoire. Tout ça, ça va charrier des débats extrêmement intéressants dans les semaines qui viennent, à un moment où la situation politique en France s'ouvre. Moi, je Bruno trouve ça Retailleau, passionnant. justement, vous parliez de passionnant. politique migratoire. Qu'est-ce que vous pensez de la politique migratoire qui avait commencé à mettre en œuvre donc Barnier avec Retailleau? C'était beaucoup d'enfumage. C'était la machine à enfumer qui était sortie et qui tournait à plein régime. Monsieur Retailleau n'a pris aucune décision concrète. Il n'a fait que parler. On en a eu beaucoup avant lui qui ont tenu le même crachoir au ministère de l'Intérieur avant. Vous avez eu Nicolas Sarkozy, plus connu. Vous avez eu Manuel Valls. Vous avez eu Darmanin. Vous avez eu Hortefeux. Il y en a eu plein qui ont eu des propos très rudes. On allait voir ce qu'on allait voir. L'immigration, l'insécurité, les racailles, tout ce que vous voulez. Et on ne voyait jamais rien. Et pourquoi on ne voyait jamais rien? Parce que le pouvoir n'est pas là. Quand Retailleau dit on va rétablir le délit de séjour irrégulier pour les clandestins, c'est une bonne idée, il faut le faire évidemment, mais vous ne pouvez pas le faire. Valls l'a supprimé en 2012 parce qu'il y a une directive européenne qui s'appelle le Retour depuis 2008 qui l'interdit. Le délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire le délit du fait même d'être simplement illégalement en France, avant le fait même d'être simplement illégalement en France, c'était un délit en soi, ce qui me paraît juste logique. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une directive européenne. Et les directives européennes sont au-dessus du droit français. Elles sont même au-dessus de la Constitution française. Ça vient d'être rappelé par le juge européen. Donc, Retailleau n'allait rien faire là-dessus, il le savait très bien. Pas plus qu'il n'a fait sur le reste, puisque vous n'avez plus de frontières nationales, vous n'avez plus la capacité d'expulser comme vous le souhaitez, vous n'avez pas le droit de gérer votre asile vous-même, c'est européanisé. Madame Meloni a tenté un accord avec l'Albanie, vous avez vu le résultat. L'Europe l'a flingué en 3 jours. 3 jours. Un juge italien a dit non, j'applique le droit européen, et donc c'est illégal. Elle a tout démantelé, elle avait mis 200 millions d'euros là-dedans, elle a ramené les quelques migrants qui étaient partis, elle a ramené tous les policiers italiens et les douaniers qui avaient été externalisés en Albanie, et c'est terminé. L'Union européenne a mis 3 jours pour dégager son plan qu'elle a construit en 2 ans. Elle aurait été souveraine, elle aurait pu le faire. Et c'était une bonne idée.
À l'issue de cette séquence, quand même, on parlait du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Bon, on a bien vu en effet ce que vous laissiez entendre et ce que beaucoup de gens disent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être cette volonté de démission d'Emmanuel Macron pour qu'elle soit donc élue présidente de la République s'il y avait une élection présidentielle. Une sorte de complotisme autorisé, hein, si on d'ailleurs. Non, si mais on c'est allait même pas jusque-là. déshonorant de dire ça. Mais, C'est ouais. un calcul assez logique et humain de sa part. Qui peut lui en vouloir? Elle pense qu'elle sera inéligible Alors, en mars. Qui peut lui en vouloir de vouloir tenter son coup avant, sa chance avant? On peut même pas lui en vouloir. C'est humain. je suis d'accord. Justement, en antenne, avant qu'on prenne l'antenne, justement, qu'on parle ensemble, justement, on discutait de ça. Il y a beaucoup de gens, quand même, que j'entends ici et là, qui laissent entendre que le RN aurait perdu en crédibilité en votant cette censure. Qu'est-ce que vous en pensez qu'il y aurait peut-être un électorat qui lui pardonnerait peut-être pas, ce que d'ailleurs Retailleau a laissé entendre en Oui, mais disant, si ou vous voulez, même si ce qu'on appelle crédibilité, Wauquiez. oui, si Ce c'est, discours qui oui, était- j'ai entendu pas mal de monde dire ça, mais si c'est ce qu'on appelle crédibilité, si ça veut dire se conformer Se à la soumettre. politique du système, s'y soumettre, se normaliser, alors je leur souhaite de perdre en crédibilité. Parce que si être crédible, ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir, vous mettez en place la politique du système, vous êtes un bon petit élève de l'OTAN et de l'Union européenne pour faire simple, mais quel intérêt pour les Français? Alors, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que le RN semble sensible à cet argument. Depuis qu'ils ont pris cette décision de la motion de censure, Elle s'en défend, Marine Le Pen, parce qu'elle a dit, elle a fait pas mal de tweets justement. pour dire justement que Mais ce maintenant, n'était j'ai vu la aucunement suite m'inquiète un peu plus. une alliance. Refus quand même d'appeler à la démission de Macron. Or, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas pour rien qu'on a fait une manif cette semaine, si vous voulez, pour sa démission. Deux, elle dit on va coopérer avec le nouveau gouvernement, etc. Non, pour moi, il faut C'est multiplier. intéressant, vous dites c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Mais si Macron vous sort un Premier ministre de son chapeau, peut-être l'aura-t-il fait quand ce sera diffusé, mais peu importe, qui nomme un Bayrou, un Cazeneuve, on a même parlé de Jean Castex, enfin le retour, quoi. Le cornu. aussi. Le Cornu, On qui est verra. un copain du RN, puisque la presse avait révélé qu'il y avait des dîners entre Le Cornu, Marine Le Pen et Bardella régulièrement, encore au mois de juin dernier. Donc ça pourrait être un choix judicieux pour Macron de mettre un copain du RN. Mais ça reste un macroniste. Ou d'autres. Mais il faut censurer tout de suite. Il faut faire censure sur censure, parce qu'à la fin, celui qui sera censuré, c'est Macron. Si vous voulez vraiment débarrasser politiquement la France de Macron, il faut se faire censure sur censure. Ciotti avait voté la censure d'ailleurs aussi. Oui, mais là j'ai l'impression que le RN est contaminé par cette crainte de ne pas paraître crédible. Et qui vous juge crédible? C'est pas le peuple, c'est eux. Si vous êtes jugé crédible par Alain Minc et je ne sais pas qui vous avez cité, Laurent Wauquiez, c'est pas très bon signe honnêtement, hein. Je préfère ne pas être jugé crédible. Parce que c'était comme pendant le Covid, hein. Si moi j'étais jugé crédible par Karine Lacombe et le docteur Marty, ça ne me rassurait pas beaucoup si vous voulez. Je préférais ne pas être jugé crédible. Et j'étais pas jugé crédible. Sauf que de l'eau a coulé sous les ponts et que maintenant je suis jugé crédible parce qu'on a dit la vérité. Et qu'il y a un rapport du Congrès très détaillé qui vient de sortir sur le Covid et qui nous donne raison à 100%. Donc où est passée la crédibilité? Vous voyez? La crédibilité, c'est une notion relative. Est-ce que c'est crédible de faire 1000 milliards de dettes en plus? Est-ce que c'est crédible que de claquer 300 milliards dans le Covid pour rien? Est-ce que c'est crédible que de dire un jour il faut fermer les centrales nucléaires pour dire le lendemain qu'on va les rouvrir? Enfin, c'est ça être crédible. Moi, je trouve que ces gens-là ne sont pas crédibles. Moi, je pense être beaucoup plus crédible que ces gens-là. Est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen aujourd'hui c'est une faiseuse de roi? Bah, là, ça a été une défaiseuse de roi. Mais après, Est-ce que c'est pas finalement c'est pas ce qu'on lui stratégiquement, demande. C'est pas ce qu'on lui est-ce demande. que le RN n'est pas mieux dans cette position que s'il avait gagné le pouvoir en juillet dernier finalement? Bah, le problème, c'est que c'est pas très intéressant de créer les tyrans du peuple français. Ou quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de peser sur la politique réelle qui est conduite. C'est pas de savoir si un jour on préfère Barnier ou Bayrou. C'est pareil. C'est pareil. Ou Cazeneuve ou Le Cornu, hein. Enfin quand même, vous ne croyez pas que ça accroît ses chances d'elle ou de Jordan Bardella de gagner la prochaine présidentielle qui a lieu en 2027 ou en 2025 si par Écoutez, vu ce qu'on a vu aux extraordinaire législatives second tour, Macron démissionné? les législatives second tour ont montré quand même une grande impréparation, hein. Vous pensez que le Front républicain, il pourrait avoir la même force à nouveau? Oui, Là, je on le a crois, l'impression, mais enfin, oui, on je dit le c'est vrai à crois. chaque fois que c'est fini, Mais on dit à chaque fois ça marchera plus, puis ça marche très bien à chaque fois. ça change de nom, quoi. Il faut dire le problème, c'est que le RN a montré un problème, une impréparation forte. Il faut le dire. Il y a eu une régression par rapport à ce qu'on avait connu.
Je sais qu'ils ont investi là des Ils ont candidats. été un peu pris de court. Non, non. Ils avaient soi-disant un plan Matignon depuis un an près. Bon. Là, ils ont investi des candidats aux législatives. C'est marrant, il y en a certains que je connaissais. Même je me suis permis d'envoyer un texto un jour à un des conseillers de Marine Le Pen que je connais bien. Et je lui ai dit, à votre place, lui, je ne l'aurais pas investi parce que je le connais et on l'avait blacklisté à l'époque. 3 jours plus tard, polémique sur ce candidat qui fait une sortie incroyable sur France 3. Je crois deviner de qui il s'agit. Oh, je ne sais pas si vous aurez deviné parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Mais bon, je ne vais pas donner son nom, mais si vous voulez, je me suis dit, c'est bizarre, ils ont régressé. Ils vont rechercher des gens qu'on avait, par respect des électeurs, qu'on avait jugé ne pas pouvoir être aptes à être candidats parce qu'honnêtement, ils n'avaient pas le niveau, parce que ce n'était pas respectueux des électeurs de les présenter, parce qu'ils ne maîtrisaient pas le programme et qu'ils étaient bizarres, quoi. Donc et là, ils ont régressé. Donc qui dit qu'ils seront prêts pour la prochaine présidentielle? Et surtout, avec quel programme? Moi, je souhaite qu'à la présidentielle, il y ait une véritable, à toutes les élections et aux législatives, une véritable offre souverainiste. Parce que la clé du vrai changement en France, du vrai mieux, elle est là. Elle n'est pas chez Marine Le Pen, Bardella, LFI ou tous les gens du système. La vraie clé, c'est de reprendre le contrôle du pays. C'est ça la vraie clé. C'est comme ça que Trump a gagné. Reprendre le contrôle. Il n'a pas les mêmes problématiques que nous. Nous, on a l'Union européenne. Mais lui, il a son état profond. Et ça se ressemble quand même. Reprendre le contrôle économique, agricole, migratoire, sécuritaire, diplomatique, énergétique, sur la santé, sur les libertés. Reprendre le contrôle. Ce qui suppose des décisions fortes et courageuses. Quitter l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, pour commencer, l'OMS aussi. C'est sur ça qu'a gagné Trump. C'est sur ça qu'on a fait le non en 2005. C'est sur ça que le Brexit a gagné. C'est sur ça qu'il y a toujours les avancées pour les peuples. Toujours. Et c'est ça qu'il faut être capable de proposer aux Français aux élections et en dehors des élections. Moi, j'ai toujours considéré que le combat politique ne se limitait pas aux élections. Je pense qu'il faut faire avancer aussi le niveau de prise de conscience des gens en dehors des élections. C'est pour ça qu'aux Patriotes, on fait tant de choses. Des procès contre von der Leyen, j'y étais cette semaine à Liège, contre elle, sur les SMS, les manifs, les actions, les pétitions, les opérations coup de poing. On a même des gardes à vue illégales maintenant pour certains de nos militants, parce que ça dérange, comme on l'a fait la dernière fois contre le Mercosur. Mais c'est pas grave, ça nous ralentit pas. Il faut agir tout le temps pour que le niveau de conscience, de compréhension des gens sur ce qui se trame vraiment dans leur pays avance et que nous puissions obtenir la vraie rupture un jour. Voilà. Moi, je pense que le vrai changement en France, il viendra d'une offre souverainiste. Alors justement, on va en parler aussi des Patriotes et de votre avenir. L'avantage avec ces émissions longues sur la durée, contrairement aux médias mainstream, c'est qu'elles sont regardées sur la durée. Donc justement, c'est intéressant de faire une petite incise, une petite parenthèse pour clore cet épisode en parlant des Le Pen, enfin en tout cas de Marine Le Pen. Justement, il y en a un dont on parle moins, puisqu'évidemment sa fin de carrière, sa fin de vie aussi, au dire de pas mal de gens, approche. Et Jean-Marie Le Pen, avec le recul, on sait que les rapports que vous aviez eus avec lui n'étaient pas toujours des plus cordiaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement un personnage historique? Qu'est-ce qu'il aura laissé le jour de sa disparition dans l'histoire de France? Oui, on a eu une période troublée au moment de son éviction du FN à l'époque. Mais vous savez, l'eau a coulé sous les ponts aussi. Bon. Il restera... je vais vous dire, c'était un Trump à la française qui n'avait pas réussi, on va dire. Mais... Qu'on l'aime ou pas, je pense que des gens, quand même nombreux, lui reconnaîtront que sur la question migratoire, il a dit les choses très tôt. Il a été un visionnaire. Il l'a dit très tôt, les choses. Ça c'est évident que ça restera. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Et je crois que ce qui va rester... c'est ça auquel vous voulez faire référence. Je suppose s'il n'y avait pas eu peut-être ces dérapages, comme tout le monde le dit, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu avoir une autre destinée ou... Finalement, ça faisait partie du personnage, quoi. Ça fait sûrement partie du personnage, de sa génération aussi. Comme Trump d'ailleurs, hein, on peut dire ça aussi. Mais bon. Oui, c'est pas tout à fait pareil, mais Le Pen, il s'est construit complètement dans l'antisystème au départ. Alors que Trump, il a eu un discours antisystème, mais il est passé par le Parti républicain. Vous voyez, dans le bipartisme américain. Ce n'était pas le cas de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Voilà. Donc Le Pen, il voulait peut-être pas du pouvoir. Il a dû construire un truc. Alors à un moment, il a été aidé par Mitterrand. Dans les années 80, il y a eu un jeu de Mitterrand, tout le monde le sait, pour lui donner de la visibilité. Mais après, s'il avait eu de la visibilité mais qu'il était mauvais, ça n'aurait servi à rien. Ça a marché parce qu'il était bon.
Parce qu'honnêtement, à chaque fois qu'il faisait une émission dans L'heure les de années vérité, 80, ouais. c'était un record d'audience, il marquait les esprits. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Probablement ce qu'il a dit était trop tôt, parce que combattre l'immigration massive dans les années 80, c'était très mal vu. À l'époque, on était encore dans l'idée que le multiculturalisme c'était formidable, c'était la grande époque de SOS Racisme, tout ça. Donc c'était compliqué à son époque. Aujourd'hui, c'est très facile de dire qu'on est contre l'immigration massive, quasiment tout le monde le dit. Et les sondages ont beaucoup évolué là-dessus. C'est deux données qu'on avait reçues il y a quelques semaines avec une émission qui avait fait beaucoup parler, qui disait que justement SOS Racisme et d'autres institutions, pareil, avaient créé du racisme anti-blanc, justement. Ah bah, les machines à créer du racisme sont les machines qui font semblant de lutter contre lui. C'est évident. Parce qu'elles ont entretenu des haines, alors qu'il ne fallait pas entretenir des haines. Pour régler le racisme, il ne faut pas entretenir la haine, justement. Donc il ne faut pas tomber dans un discours racialiste. Plus vous comptez le nombre de noirs et de blancs, plus vous faites du racialisme. Et plus vous entretenez les haines. Parce que c'est sans fin. On met des quotas. Donc vous créez toujours des ressentiments, des jalousies, des haines, et finalement des haines raciales. Et comment on lutte sérieusement contre le racisme? On arrête l'immigration. Parce qu'une société, plus elle est multiculturelle, plus elle est multiconflictuelle. Et vous avez remarqué que SOS Racisme et toute la clique, ils ont fait systématiquement l'inverse. Ils ont encouragé l'immigration, ils continuent d'ailleurs, et ils ont tenu ce discours racialiste, et ils continuent d'ailleurs. Donc en fait, ils ont tout fait pour exciter ce qu'ils faisaient semblant de combattre. Mais c'était très perverse, la création de toutes ces associations par la Mitterrandie, par le PS. C'était fait pour diviser les Français horizontalement, pour empêcher les luttes verticales contre l'oligarchie. C'est comme les mouvements Black Lives Matter, c'est toujours la même chose. Et derrière, vous avez des financements Soros, vous avez des très gros financements. Pareil, chez nous, le Traoré, les manifs, avec tous les people qui y vont, parce que ça horizontalise, ça crée des haines horizontales. Donc c'est très bon pour l'oligarchie, tout ça. Et vous avez, à l'époque, en 2020, il y avait une grosse manif Traoré, et Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit, c'était en plein Covid, normalement elles étaient interdites, les manifs. Et lui, il avait dit non, celle-là, l'émotion dépasse le droit. C'était particulier quand même, hein. Donc elle avait été autorisée de manière très étrange, parce qu'elle sert le système. Florent Philippot, on revient à notre présent avec les conséquences de cette censure, justement. Qu'est-ce que vous pensez, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, des peurs relayées par les médias sur les conséquences de cette censure? Comment vous expliquez cette servilité des médias que vous avez, alors je parle des médias évidemment mainstream, que vous avez toujours combattu, et ce qui a d'ailleurs toujours été salué par, on va dire, l'autre partie des médias alternatifs. La partie qui est en train de niveau prendre modeste, je représente un peu. Ouais, c'est-à-dire la partie... Ah non, soyez pas modeste, parce que la partie les médias Mais indépendants... vous, d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez participé en venant, contrairement à d'autres, je ne citerai mais plus. chacun se sert l'un de l'autre. Et merci d'ailleurs, parce c'est que une vous faites synergie. partie des gens qui avaient salué le travail de toutes ces chaînes YouTube, tous ces Ah médias. ben, si vous voulez, pour moi, c'est l'avenir. Trump, c'est la consécration de ça. Il a gagné sur ça. Et ils comprennent toujours pas. Ça, c'est, Non, il a gagné sur ça. Oui, le RN a 3 trains de retard là-dessus. Il refuse les médias indépendants, il croit que l'avenir est sur BFM et tout. Pas du tout. L'avenir, il est sur vos chaînes, il est sur les médias indépendants. J'en suis intimement persuadé. Je le crois aussi. Ouais. Et nous, on est très sensibles sur cette question et la question de la liberté d'expression. D'ailleurs, on fait le 14 décembre, on fait une manif au pied de l'Arcom qui s'appellera « Nous sommes les médias ». Référence à la fameuse formule maintenant de Musk. You are the media now. Yeah. Et donc, on est en manif le 14 décembre vers 15h au siège de l'Arcom. Enfin, les gens trouveront l'adresse sur le site des Patriotes. Il faut venir nombreux, c'est un vrai beau sujet. On aura David Guyon, d'ailleurs un avocat qui défend la liberté d'expression, qui sera là, notamment. Et donc Cette servilité des médias, voilà. Comment oui, j'étais absolument pas surpris. Il n'y a plus un sujet sur lequel vous entendez 2 sons de cloche différents. Vous y êtes quand même dans les encore un médias. petit peu invité dans les médias. De temps en temps sur certains, de temps en temps très peu, honnêtement. Et à chaque fois, d'ailleurs, la première minute de mon interview, c'est pour me dire « Bon, l'Arcom nous a accordé pour vous aujourd'hui 6 minutes 32, donc on ne peut pas faire une seconde de plus. » Bah non, Hanouna et Pro, ils vous ont pas reçu au nom de l'Arcom, là. Enfin, c'était... Arcom, si, Pascal Pro a dit ça au début. Il le dit ouais. à chaque fois. Non, Cyril Hanouna ne l'a pas dit, mais ils doivent quand même décompter. Ouais. Non, c'est vrai, ces histoires. Il y a l'Arcom derrière. Alors l'Arcom, c'est la loi derrière. Hein. Le responsable, c'est le législateur. L'Arcom. Il y a un nouveau président, d'ailleurs, qui va être... Je suis pour la qui va prendre ses suppression fonctions à de l'Arcom. La plupart des pays du monde, si ce n'est quasiment tous, il n'y a pas d'Arcom. On veut faire des économies. Mais ça, 50 millions par an de budget. Pour faire quoi? Pour nommer des gens par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. C'est comme ça qu'ils sont nommés à l'Arcom.
Donc c'est le copinage. Où il y a de nouveaux candidats. Là, bon, il y a la suppression de C8 et il y a un dossier Ouest France, ils ne sont même pas prêts. Mais c'est scandaleux. Vous avez suivi un peu ça? C8, vous savez que C8, là, c'est sorti et est devenu. Alors c'est largement la première chaîne de la TNT. Elle a dépassé maintenant France 5, qui est une chaîne hors TNT, une chaîne historique. C8, c'est peut-être la 5e chaîne de France aujourd'hui. Et il doit y avoir TF1, France 2, France 3, M6 devant, c'est tout. Et on supprime cette chaîne. Parce qu'on sait très bien pourquoi. Parce qu'il y avait surtout l'émission TPMP de Cyril Hanouna, qui est trop libre, où il y a trop de liberté d'expression. C'est l'une des seules émissions qui a reçu, par exemple, des victimes des effets secondaires, qui leur a donné la parole. C'est une des seules émissions qui a fait de vrais Marc débats. Doyer. Oui, Marc Doyer notamment, notre ami Marc et d'autres. C'est une des seules émissions qui a fait des débats réguliers sur le Covid, pendant le C'est Covid. vrai. Même sur l'Ukraine. Moi, j'ai eu de vrais débats là-bas sur l'Ukraine. C'est marrant, ces débats, je ne les ai pas eus sur BFM TV. Alors que c'est une chaîne info, c'est quand même paradoxal. Et sur plein de sujets comme ça. Donc vous saluez Cyril Hanouna là-dessus. Ouais. Oui, alors là-dessus, je le salue, bien sûr. TPMP, c'est ça qui gêne l'ARCOM, qui gêne le pouvoir. Et donc, on a fermé C8 pour mettre une espèce de bouse à la place. Excusez-moi, hein, Ouest France TV. Non, mais on va arrêter là. Ils sont même pas prêts. Ça, c'est incroyable. Ouest France, c'est le conformisme. Il y aura un écran noir le jour où C8 va De toute façon, tirer ses révérences. le jour où ça existera, vous verrez même pas la différence parce que ça fera 0% d'audience. Hein. Il y a un autre dossier, Real TV. Alors ça, on va en parler aussi, mais Ouest France est un des premiers médias en France qui a annoncé son départ de X. Vous imaginez, ça veut dire quand même un gros niveau de conformisme. Hein. C'est vrai que Bon. risque va-t-il y survivre? On sait pas. Mais quel est l'intérêt de mettre Ouest France TV? Je veux dire, Il y avait déjà France 3, il y a les C8 régions. a sûrement ses défauts. Je suis pas là pour dire que Ah, tout mais en ça est termes fort. de pluralisme, vous avez raison. Non, Ouais. enfin, écoutez, moi Il y je avait connais la pas TNT plus... locale. Bah, je connais pas plus pluraliste. Ça devrait être le rôle d'ailleurs normalement du service public. Hein. Moi je suis désolé, j'ai un mal fou à me faire inviter sur France 2, d'ailleurs ça n'arrive jamais. Sauf un micro-débat aux européennes où on nous a mis à minuit entre petits candidats, souvenez-vous. Mais sinon Avec on n'y vos arrive amis. pas. Voilà, et alors l'autre chaîne, ils ont viré Énergie 12 et ils mettent à la place Réel TV, la chaîne de Caroline Fourest et Raphaël Alors on ne Enthoven. sait pas, hein, l'ordre, la numérotation n'est pas attribuée encore, mais en tout cas il y a 2 dossiers qui arrivent et qui remplacent Énergie 12 et C8. Voilà, et Je sais Réel pas dans TV, quel ordre, en revanche. c'est bien celle-là, la deuxième, je ne sais pas à quelle place, mais c'est bien celle-là. C'est la chaîne qui se fixe pour mission de C'est lutter Denis contre le... Oliven, Raphaël Enthoven et tous les amis de Franc-Tireur, Ah, c'est tous les, voilà, Daniel tous les- Kretinsky, on les connaît par cœur. Bon, c'est ceux qui nous ont CMI. C'est ceux qui nous ont expliqué que le vaccin protégeait à 95% et que Zelensky, c'est le nouveau Churchill. Enfin, on connaît leur discours par cœur. Et cette chaîne va lutter contre le complotisme et la désinformation. Ça aussi, ça va faire 0% d'audience. Donc en fait, c'est le recasage des copains. C'est tout. Ça sert à ça, l'ARCOM? On dégage. Ça sert à rien, on fera 50 millions Enfin, d'économies. c'est pas que le recasage des copains, c'est peut-être aussi. parce que Et c'est on une dit- influence idéologique. Et voilà. Bien, je parce suis que- d'accord avec vous, mais ça va souvent ensemble. Et on dégage, ça fera des économies, et on crée juste une loi où on dit, bah voilà, les médias ont l'obligation de respecter le pluralisme, et puis il n'y aura pas besoin d'intermédiaires, pas besoin d'entités administratives comme l'ARCOM. Si vous n'êtes pas content, vous saisissez directement la justice, c'est tout, et vous faites respecter la loi. C'est ce qui se fait dans la plupart des pays, on n'a pas besoin de l'ARCOM. Il faut défendre la liberté d'expression, enfin, c'est incroyable. Les gens doivent être très sensibles à ça, beaucoup plus que maintenant. Il faut que les gens se réveillent là-dessus. Ils sont en train de nous museler complètement. Ils sont en train de nous enfermer les neurones, nous mettre la muselière et nous mettre des cadenas aux pouces, aux mains et aux doigts pour ne plus pouvoir écrire et dire et penser ce qu'on veut. Mais ça suffit, ça. C'est pas possible. Franchement, il faut se réveiller là-dessus parce que, vous savez, c'est la base de tout. Hein. Si vous n'avez pas la liberté d'expression, croyez pas que vous allez lutter sur tous les autres sujets. Hein. Il n'y a aucun sujet sur lequel vous pourrez lutter si vous n'avez même pas la faculté de vous exprimer, de vous faire entendre. Hein. C'est quand même la base de la base. Donc c'est là-dessus qu'il faut porter l'effort. Enfin, on revient à la seule censure que vous validiez, Ouais. celle du gouvernement. Concrètement, ça va changer quoi? Est-ce que vous pensez que la France va avoir un budget en 2025? Oui, elle aura un budget. Vous pouvez nous expliquer un peu là-dessus ce qui se Oui, passe? oui, Parce il qu'il y a une sorte de l'article. panique. En effet, Oui, si tout la à France fait. n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on risque? On nous promettait un hiver nucléaire en cas de censure. Vous en pensez quoi de tout ça? Oui, alors l'article 54 de la LOLF, c'est la loi organique relative aux lois de finances, prévoit qu'on vote en fin d'année, quand il n'y a pas de budget, une loi spéciale. Et là, elle doit être votée avant le 19 décembre. Bon, tous les groupes ont déjà dit qu'ils la voteraient. Donc, comme ça, il n'y aura pas de Donc, shutdown. il y a un nouveau Premier ministre ou pas? Ou alors, comment ça? Voilà, qu'il y ait un nouveau Premier ministre ou pas. Et en fait, c'est une Mais loi. ça pourrait pas être le Premier ministre démissionnaire, Michel Si, Barnier. de Si, toute ça façon, pourrait. il est, Ouais, il est de voilà, facto depuis. démissionnaire, mais ou nouveau Premier ministre. C'est en fait une loi qui mécaniquement reconduit pour 2025 le budget 2024.
C'est tout. Et après, les premiers mois de 2025, même les premières semaines, vous pouvez prendre d'autres lois pour amender le budget. Par exemple, rétablir les barèmes d'impôts, parce que c'est vrai que si vous calquez les barèmes 2024 sur 2025, vous allez avoir des gens qui vont devenir imposables ou qui vont passer à la tranche supérieure alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc ça, il faut le rectifier. Et ça pourrait être fait dès les premières semaines de 2025. Donc il n'y a pas du tout de panique à avoir là-dessus. Les fonctionnaires seront payés, les hôpitaux vont tourner, les cartes vitales ne seront pas désactivées. La défiance des les retraités marchés seront payés. financiers, on dit ça, Bon, mais bon, écoutez, quoi, cette le semaine, ils jour, n'avaient pas l'air du vote de la... Ils n'ont pas eu l'air Ouais, très paniqués. ouais, Ils ont même, le Ouais. jour même où la motion de censure a été Mais confirmée, il y avait même une hausse du CAC Je 40 qui était ravi parce qu'il y avait moins de taxes. Donc je vais vous dire, oui, il y a 2-3 trucs à régler assez urgemment. Enfin, il n'y a aucun drame là-dedans. Le budget 2025, il est quand même encore pire que 2024, qui était déjà pas terrible, hein, mais bon, il y avait encore plus de taxes. Au moins, on va échapper à la taxe sur le sucre, à la taxe sur les chaudières. Enfin, ils avaient créé 10 000 taxes là. Donc au moins ça va partir. Voilà, après, vous savez, c'est tous les combats qu'on doit mener. Rien ne sera encore fait. Ils vont repartir sur de mauvaises bases, parce que de toute façon, Bruxelles est toujours là. Et Bruxelles va mettre la pression. Mais ça sera à nous de nous battre, c'est tout. L'histoire a repris son cours, c'est à nous de l'orienter dans la bonne direction. Mais quand même, ça dit quoi là, cette séquence, encore une fois, qu'on a traversée là. Plus largement, on voit bien que depuis l'épisode du gouvernement démissionnaire de cet été, de Gabriel Attal, on voit bien que l'absence de gouvernement de plein exercice, elle ne conduit pas forcément à l'effondrement du pays. Ça dit quoi de l'utilité, excusez-moi, je vous la renvoie aussi à vous, cette question de notre personnel politique. Finalement, vous servez à quoi? Tous, autant que vous êtes. Si vous voulez, eux, dans un pays non souverain, ne servent à rien et démonstration effectivement est faite. C'est normal. Quand même. Les décisions ne sont pas prises là. Mais déplorable. non, mais ça se voit. Ils ont fait l'autre jour semblant de voter sur le traité Mercosur à l'Assemblée nationale. Ils ont tous voté contre. C'est bien. Sauf que ce n'est pas eux qui décident. C'est la Commission européenne. D'ailleurs, le président brésilien Lula l'a rappelé à Macron. Il a dit sur le traité Mercosur, ce n'est pas vous qui décidez, c'est Ursula von der Leyen. Il avait raison. Donc l'Assemblée a fait une assemblée de majorette. Ils ont voté pour rien sur un traité, ce n'est pas eux qui décident. Mais c'est vrai sur la plupart des sujets. Hein. Sauf que maintenant, ça se sait, ça se voit. Donc, si vous voulez, je mets beaucoup ça en... Si nous étions un pays souverain, ne pas avoir de gouvernement, ce serait vraiment, vraiment problématique. Parce qu'on aurait de vraies décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait de notre commerce, de notre monnaie, de la guerre ou de la paix? Vous voyez, maintenant, comme on dépend de Bruxelles, vous pensez que... Oui, mais là de toute façon, ça tourne. Puisque de toute façon, on reçoit notre droit et nos ordres au-dessus. Et puis, la diplomatie, de toute façon, Macron est le bon petit toutou de Washington. En tout cas, Washington version Biden. Donc ça suit aussi. Et ça se voit, effectivement, un pays qui n'est pas souverain, ne pas avoir de gouvernement ou en avoir un, ça ne change pas grand-chose. Quand même, vous ne pensez pas qu'avec ce type de situation, on ne risque pas de détourner les talents de la politique, si tant est qu'il y ait des talents? C'est déjà fait, ça. Il n'y en a plus, d'après vous Honnêtement, quand je vois le niveau à l'Assemblée nationale, c'est... Là, vous parlez d'LFI, vous parlez de l'extrême gauche. Honnêtement... Non, mais là, il faut au moins le reconnaître. On peut quand même critiquer beaucoup le RN, tout ça, mais il y a quand même un niveau un petit peu au-dessus, quand même, pour ne pas dire bien au-dessus. C'est LFI dont vous parlez, d'extrême gauche, là. Je veux dire qu'ils sont plus débraillés que les autres. Mais le niveau global, excusez-moi, vous les mettez dans je le même pense sac, que tous la saison 1 du Loft, on était au-dessus. Hein. Je dis saison 1 parce qu'après, je crois que ça a dégringolé. Vous n'avez pas regardé les autres. En plus. Mais le 1, j'ai regardé comme tout le monde, à peu près. Mais honnêtement, ouais, je crois qu'on était au-dessus. Non, le niveau a chuté, mais c'est normal. Ça a aussi à voir avec notre perte de souveraineté. Les vraies décisions ne sont plus là. Donc c'est normal que vous n'ayez plus les vrais décisionnaires et que ça n'attire plus les gens qui veulent vraiment servir la France. Moi, je me bats pour servir la France avec beaucoup de sincérité. Je crois qu'on me la reconnaît. On peut me critiquer ou ne pas m'aimer sur beaucoup de choses. Mais celui qui remet en cause ma sincérité, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que je l'ai prouvé par un parcours, tout simplement, et par des choix difficiles. Mais je vous assure que je bataille tous les jours, et je me sentirais probablement très mal dans ce monde-là. Très, très mal. La mascarade, par exemple, du vote sur le Mercosur à l'Assemblée nationale, moi, je n'y aurais pas participé. J'aurais convoqué une conférence de presse, salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, devant l'hémicycle, en disant « Je ne participe pas à cette mascarade qui fait croire que le pouvoir est ici ». Est-ce que vous avez vu un seul député faire ça? Non, ils ont tous participé à la mascarade, de bon cœur. Donc c'est quand même un niveau très faible. C'est pas que LFI. LFI, ils sont effectivement plus débraillés que les autres. Mais c'est pas que LFI.
C'est une chute du niveau global, général. On voyait Je la mets Mélenchon en qui lien était, avec la chute de notre souveraineté. Mélenchon qui n'est plus député à l'Assemblée nationale, mais qui avait assisté à cette, on va dire, à cette chute de Barnier, en tout cas était dans les tribunes de l'Assemblée. C'est lui qui tire les ficelles, vous croyez aussi? Oh, et les filles, je pense qu'ils gardent une influence considérable. Beaucoup de gens laissent entendre que s'il y avait demain une présidentielle Le Pen-Mélenchon, ce ne serait pas forcément gagné pour Le Pen. S'il y avait au second tour. Bon, on est vraiment dans les scénarios qui sont là. Ah, vous n'y croyez pas? Vous croyez qu'il y aura. Oh, je me méfie toujours de tous les scénarios qu'on C'est vrai, vous avance. serez candidat aussi. Parce que vous savez, c'est toujours, les élections réservent toujours leur lot de surprises, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Non, j'en sais rien. Mais Mélenchon reste très influent à LFI, oui, c'est sûr. Mais après, c'est pas le grand marionnettiste de la vie politique française, ça, c'est pas vrai. Florent Philippot, ce week-end, il y a un événement même plus que national, un événement mondial, hein, puisque c'est d'ailleurs officiellement le week-end, le jour où donc, est diffusée cette émission, on clôt un week-end où Notre-Dame aura été au centre de toutes les attentions, puisque d'ailleurs même Donald Trump aura gratifié la France de son premier déplacement depuis qu'il est nouveau président élu. D'ailleurs, c'était ce qui a été mis beaucoup en avant. Si un Premier ministre a été nommé entre le moment où on enregistre et le moment où on est diffusé, c'était parce qu'il n'était pas pensable qu'aux yeux de la scène internationale, il n'y ait pas comme ça un Premier ministre nommé. Alors, pourquoi la France se ridiculiserait s'il n'y avait pas de gouvernement au moment même où le monde vient à Paris pour célébrer cette restauration? Est-ce qu'on a besoin de ça pour nous ridiculiser, si j'osais? Non, je pense que Macron le fait très bien tout seul. De toute façon, Macron, il est aujourd'hui très très faible et est reconnu comme très faible au niveau international. Donc, Là, pardon, non, diplomatiquement, c'est plutôt, enfin, c'est Notre-Dame, vous allez dire. oui, mais que, vous savez, que Trump je crois que vienne, les gens, ça a surpris beaucoup de monde quand même. oui, mais je crois que les gens viennent célébrer Notre-Dame et non pas Macron. Oui, mais enfin, c'est la restauration que Emmanuel Ni la Macron dame de s'était Macron. Ouais, L'autre Notre-Dame. oui, vous parlez de Brigitte. Mais Oui, parce qu'elle nous a dit qu'on ne méritait pas son mari. Donc, c'est vrai. Ouais, mais on ne sait pas comment le prendre, parce que finalement, elle a peut-être raison. On ne méritait pas d'avoir d'une certaine manière. une telle situation. Non, mais là, beaucoup de gens vont, au terme de ce week-end, c'est évident, Bah oui, c'est saluer bien normal. attitude Attendez. l'attitude qu'a eu Emmanuel Macron. Il avait dit qu'en 5 ans, Non, ce mais serait... ils viennent. Attendez, Notre-Dame, c'est quand même, avec Saint-Pierre de Rome, c'est un des grands monuments de la chrétienté, du catholicisme mondial. C'est à la fois le catholicisme, c'est à la fois Paris, c'est à la fois la France. C'est Qu'est-ce que une vous pensez histoire de cette millénaire, restauration? c'est une histoire dans les films, dans les dessins d'animation. C'est quand même une prouesse, cette restauration de Notre-Dame. Oui, parce que nous avons saluez d'excellents artisans en France, bien sûr. Bien sûr que je le salue. C'est un motif de fierté pour la Bien France. sûr Vous que êtes c'est un motif de patriote. fierté. Ah, mais nous avons des métiers. Et d'ailleurs, des métiers ont ressuscité quasiment grâce à ce chantier, parce qu'ils étaient en voie de disparition et que ça leur a donné du travail. Donc, tant mieux. Ce qui est très dommage. Non, mais pourquoi pas le dire là? Parce que là, je le dis, fais un peu je le dis. l'avocat du Je l'ai diable. déjà dit et je le Voilà. dis sans aucun problème. Je suis extrêmement fier du savoir-faire et du savoir français. Donc là, vous n'êtes pas capable de faire un compliment à Macron. Mais c'est pas lui de ses petites mains qui a refait la charpente et Notre-Dame. Enfin, on sait bien que c'est la décision politique. Il a impulsé. Bon, Non, il vous croyez il pas a fait en sorte qu'il y ait une impulsion politique. Mettons ça à son crédit, si vous voulez. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais il y a un autre problème avec Macron, c'est qu'il a aussi une responsabilité de savoir ce qui s'est passé. Et là, 5 ans plus tard, l'enquête, 5 ans et demi, l'enquête, nous a-t-on dit, j'ai entendu un compte-rendu judiciaire là, il y a C'est qu'on quelques va vous jours. traiter de complotiste là. Ah non, le compte-rendu judiciaire, c'est on ne sait rien. Alors, vous avez donné cette explication extravagante du mégot sur une charpente de 1000 ans. Si Ça vous brûle. connaissez un peu la dureté brûle. du bois, Ça brûle pas, il paraît. pas avec un mégot en tout cas. Non, là, il y avait un souci. Alors c'est quoi? Enfin, comment se fait-il qu'on n'avance pas? C'est quand même assez extravagant. Vous ça. avez une idée là? Vous croyez à quoi? Parce que Non, moi je pense que tout est possible. Tout. Vous savez, une fois qu'on a vu le Covid, ça veut dire quoi tout? mais tout est possible, soit accident, soit humain. Tout est possible. Quand on a vu le Covid, quand on a vu l'origine maintenant du Covid, on nous dit maintenant c'est très probablement laboratoire et non pas naturel, alors qu'on nous disait que c'était complotiste de penser ça. Je vais vous dire, quand on a vu ce qu'on a vu ces dernières années en France et dans le monde, plus rien ne nous surprend. Hein. Là, pour le coup, je suis vacciné. Hein. Là, je suis vacciné contre les explications trop simples. Non, moi je pense que tout est possible. La justice le dit elle-même, puisqu'il paraît-il, elle n'a aucune piste. Ça n'intéresse pas Macron de savoir?
Moi, ça m'intéresse bigrement de savoir. Vous savez quoi, on va poursuivre cet entretien à présent sur Player et sur YouTube pour nos abonnés exclusivement. Donc merci encore, cher Florian Philippot, d'être avec nous. Parce que l'équipe de Biden, c'était des ennemis. Ce sont des gens qui sponsorisent nos adversaires. Ce sont des gens qui sponsorisent l'Union européenne, qui sponsorisent Bill Gates, qui sponsorisent Soros, qui sponsorisent Davos, qui sponsorisent l'OMC, l'OMS et tout le reste. Je préfère avoir des gens qui sont en rupture avec ce système, ça va nous aider. Après, les Français sont libérés, seront libérés par eux-mêmes et seulement par eux-mêmes. Les Français ne seront pas libérés par Donald Trump.